apparaissez sur le tapis vert. Nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains vous trouvent un peu jojo, mais le numéro 1 ce sera Sochaux. Allez Sochaux, allez, 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 allez Sochaux, allez Sochaux, allez, 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 allez Sochaux. De l'animal royal vous avez le sang bleu, et les rois du football c'est vous, c'est merveilleux. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble de 18h à 19h30 pour refaire toute l'actualité sportive au plan national, au plan régional. Ce soir, on va parler de Coupe d'Europe, bien évidemment, car il y aura de la Coupe d'Europe cette semaine avec la Ligue des Champions, l'Europa League. On viendra sur ce qui s'est passé pour la 10e journée en Ligue 1. On va bien évidemment parler de la Ligue 2 avec la 11e journée. Qu'a fait le FC Sochaux-Montbéliard du côté de Chambly qui est resté sur 4 défaites. On saura ça tout à l'heure. On viendra également sur ce qui s'est passé au plan régional, en National 2, National 3, car il y avait des matchs au programme, sauf un. On reviendra tout à l'heure avec Frédéric Fitch sur ce qui s'est passé ce week-end. On était du côté, nous, du stade du Rosemont et on s'est bien fait la rosée. On va reparler également handball avec des bonnes nouvelles pour le SBF et la qualification pour la prochaine Coupe d'Europe. On parlera également du Grand Besançon de handball, de Palan, du CS Vesoul. Bref, vous avez compris, on refait toute l'actualité sportive. Et on est avec Arthur et Monsieur Frédéric Fitch. Bonsoir messieurs, comment ça va? Salut Fred. Très bien et toi? Ça va? Oui, ça va. Nickel. Bon, vous avez passé un bon week-end? Oui, sans match me concernant. Sans match, tu es resté chez toi? Bah oui. C'est vrai, bon, je dirais tout à l'heure, mais le Racing Besançon n'a pas pu jouer samedi. C'est ce match qui n'a pas eu lieu dont tu viens de parler. Là. C'est vrai, il y a eu un match reporté ce week-end. Ça concernait le FCSM en plus. C'est ça concernait la réserve du FCSM qui n'a pas pu jouer du côté de Méziré suite à un arrêté de la mairie. Bon messieurs, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Il y a des choses intéressantes, notamment la Ligue des Champions. Ah oui, exactement. C'est reparti après une petite trêve. Allez, on parle Ligue des Champions avec justement la prochaine journée qui arrive. C'est la 3e journée. À savoir, au programme, dans le groupe du Paris Saint-Germain, un groupe qui nous intéresse, le Paris Saint-Germain sera opposé au Club Bruges. Donc ce sera ce 22 octobre à partir de 21h. Et dans le même temps, le Real Madrid livrera un gros match du côté de Galatasaray. Idem, même jour, même heure. Bon, messieurs, ça sent le chaud pour le Real Madrid. Bon, pour le Paris Saint-Germain, voilà, la qualif est bien partie. Oh, honnêtement, le match est à Istanbul? Le match du Real. Le match du Real? Oui. Oui, le match du Real est à Istanbul. Ah bah ça va être un match assez compliqué parce qu'on sait qu'affronter une équipe turque à domicile, ce n'est pas toujours très facile, mais après, ils ont les capacités et les effectifs pour pouvoir rivaliser face à celui du Galatasaray qui est quand même d'un niveau un peu inférieur quand même par rapport à eux. Et pour le PSG, je me fais pas trop de soucis, sachant que le Club Brugge reste une belle équipe, mais n'a pas la forme actuellement, de la même forme que le PSG, qui peut compter sur ces joueurs comme Angel Di Maria ou Icardi pour pouvoir faire la différence, qui sont devenus précieux sur ces dernières journées. C'est vrai qu'Angel Di Maria fait vraiment de gros matchs en ce moment. On voit que finalement l'absence de Neymar lui fait du bien, ça lui permet de se libérer un petit peu plus. Bon Fred, prono, Real Gagnant, puis PSG aussi. Real gagnant, PSG aussi. Eh bien moi je vais mettre Galatasaray gagnant contre le Real de Madrid. Je vais mettre un match nul. Et PSG gagnant, je suppose. Oui, je pense que le PSG va gagner du côté de Bruges, mais après, sait-on jamais, parce que voilà, ça reste aussi une belle équipe, Bruges, qui a quand même tenu tête au Real de Madrid à Madrid. Donc attention à cette équipe, ne pas la prendre à la légère. Après, je dirais un match nul quand même entre Galatasaray et le Real Madrid, je pense. Eh ben écoute, on verra si les pronos sont bons. Deuxième groupe, on va retrouver l'Olympiakos face au Bayern Munich et Tottenham face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Les deux matchs le 22 octobre à partir de 21h. Le Bayern en tête de ce groupe. Oh, normalement, le Bayern devrait quand même assurer sa place de favori et de leader dans ce match. On va passer au troisième groupe avec Manchester City qui sera opposé à l'Atalanta Bergame.
à 21h, donc ce 22 octobre. Et le Shakhtar Donetsk, lui, recevra le Dynamo Zagreb. Ce sera ce 22 octobre, mais attention, à 18h55. À savoir que Man City est en tête dans ce groupe. Messieurs, vos favoris? Bon, Manchester City sans aucun doute, même si attention l'Atalanta qui a quand même une équipe très sympathique sur le papier. Et ce sera un duel que je pense gagner pour le Shakhtar Donetsk contre le Dynamo Zagreb. Le Dynamo Zagreb qui n'a pas forcément réussi à garder ses bons joueurs cet été et qui va peut-être le payer face à une équipe du Shakhtar qui a gardé un très bel effectif encore, si on parle de Marlon ou de joueurs défensifs, voire le gardien qui est de très bon calibre. Pareil. Pareil, oui. Oui, il faut que je mette le micro, ça sera mieux. On va passer au troisième groupe avec la Juventus de Turin qui recevra le Lokomotiv Moscou ce 22 octobre 21h. Et dans le même temps, l'Atlético Madrid recevra le Bayer Leverkusen. Idem, 22 octobre, mais à 18h55. Bon, là, c'est un petit peu plus serré dans ce groupe. Tout le monde se tient. Juventus, Atlético, Lokomotiv Moscou, les deux premiers à 4 points, le troisième à 3 points. Et le Bayer Leverkusen, lui, à 0 points. Oh, peut-être que l'on aura un match de très bonne augure entre l'Atlético et le Bayer Leverkusen, sachant que ça va être une rencontre assez intense, mais vu que le match va être au Wanda Metropolitano, l'Atlético devrait quand même avoir l'avantage d'avoir son public à domicile, donc peut-être que cela peut inverser la tendance, et puis un Joao Félix assez constant dans ses prestations en Ligue des Champions depuis le début de la saison. Dans l'autre rencontre, je pense que ce sera un peu David contre Goliath, même si le Lokomotiv nous a montré qu'il était capable de réaliser des surprises et puis qu'il peut rivaliser des fois avec certaines équipes d'un autre calibre. Donc espérons que ce sera un match très intéressant. Fred, pareil? Oui, pareil. Pas tout pareil, tu copies là? Non, autant donner miser sur les plus gros, on va dire. Bon, tu mises sur le plus gros, t'as raison. Mais bon, c'est pas toujours. Pour les gagne... cotes dans les paris sportifs, c'est pas toujours. Tu feras pas beaucoup de profit, toi. Surtout dans le foot. Tu vas pas gagner beaucoup d'argent. On va parler du groupe E avec les différentes rencontres. Également avec Naples qui se déplace du côté des Red Bull Salzbourg ce mercredi 23 octobre à partir de 21h. Et le Racing Genk, lui, recevra Liverpool, le champion d'Europe, ce 23 octobre également, à partir de 21h. Pour le moment, l'équipe de Naples devrait quand même avoir un sacré avantage parce que quand on voit Salzbourg qui n'a du mal à se déplacer à l'extérieur en Ligue des Champions, cela ne peut être qu'un facteur X déterminant pour les Italiens et qui devrait normalement l'emporter sans gros problème, sauf si un Erling Haaland des grands jours vient à surgir. Dans l'autre rencontre, c'est pareil. Genk a beaucoup de mal depuis le début de l'année et Liverpool reste quand même constant et en très bonne forme en championnat. Donc, et surtout qu'ils sortent d'un très gros carton contre Salzbourg. Donc je pense qu'ils devraient gagner sans trop grosses difficultés. Alors attention, parce que moi j'ai vu jouer cette équipe du Racing Genk contre Naples et je peux te dire que Naples a eu beaucoup de mal. Ils font match nul, mais franchement, ils auraient dû même perdre cette rencontre. Donc attention quand même à ces Belges parce que franchement j'ai vu une très belle équipe, mais on verra les résultats. Dans le groupe F, le groupe du Borussia Dortmund qui se déplacera du côté de l'Inter Milan ce 23 octobre à partir de 21h. Et dans le même temps, le Slavia Prague recevra lui le FC Barcelone. Oh, le Slavia Prague, on peut espérer que l'addition ne soit pas trop lourde, même s'ils ont quand même ont quand même montré beaucoup de beaux jeux depuis qu'ils sont dans ce groupe. Donc attention aux surprises, mais je pense quand même que la réalité sera là. Le réalisme fera la différence du côté de Barcelone. Eh bien, on verra tout ça. Dans le groupe G, le groupe de l'Olympique lyonnais qui, lui, se déplacera du côté du Benfica à Lisbonne ce 23 octobre à partir de 21h. Et à 18h55 ce 23 octobre également, le Zénith Saint-Pétersbourg se déplacera du côté du Red Bull Leipzig. À savoir que Saint-Pétersbourg est en tête avec l'Olympique lyonnais avec 4 points. Le Zénith, ça va rester quand même une rencontre équilibrée contre les deux équipes. Après, l'équipe russe a quand même l'avantage à domicile et n'a pas trop de joueurs absents. Donc, et surtout que c'est une équipe qui a une très bonne récupération au milieu. Donc cela peut faire la différence contre une équipe qui ne favorise pas ce domaine de jeu. Et on va passer au dernier groupe, le groupe H, où on va retrouver l'équipe de Lille, avec Lille qui recevra Valence à partir de 21h ce 23 octobre. Faut pas interdire pour cette équipe de Lille qui doit absolument s'imposer. Et Chelsea, lui, se déplacera du côté de l'Ajax Amsterdam. Là, ça va être un match assez sympathique ce 23 octobre, mais attention à 18h55.
Valence a quand même réussi à montrer qu'ils étaient capables du meilleur quand ils ont affronté Chelsea à l'extérieur. Donc il faut faire attention à cette équipe qui va surtout jouer dans ces 30 derniers mètres et ensuite créer de la contre-attaque qui pourrait faire très mal à Lille, sachant que Lille n'est pas une équipe qui a tendance à maîtriser les contres qui ne sont pas en sa faveur. Donc attention à cette équipe de Valence qui reste quand même à un niveau très élevé et ce sera une rencontre assez équilibrée et avec du beau jeu. Du côté de Chelsea-Ajax, ça a quand même une allure de quart de finale de Ligue des Champions, donc ce sera une belle affiche à voir. Après, qui prendra le dessus sur l'autre réponse ce mercredi. C'est ça, réponse ce mercredi. On verra si les Anglais prendront le dessus face aux Hollandais dans cette rencontre. En tout cas, ça promet d'être une belle affiche en tous les cas. On va maintenant s'intéresser à l'Europa League avec nos clubs français. Bon, on va me dire ils ne sont pas beaucoup, mais il y en a quand même... deux, avec Rennes tout d'abord dans le groupe E. Rennes qui sera opposé à une équipe que tu connais bien, le Celtic Glasgow, même si tu es plus pour les Glasgow Rangers. Ce 19 septembre à partir de 18h55, Rennes qui n'a plus le droit non plus à l'erreur, car Rennes est dernier de ce groupe avec 1 point. À savoir que le Celtic est en tête avec 4 points, les Roumains de Cluj avec 3 points, la Lazio de Rome avec 3 points. Et l'autre rencontre, eh bien, ce sera justement Cluj qui recevra la Lazio de Rome. Après, je pense quand même que Rennes peut faire valoir ses atouts dans cette rencontre, même si les équipes ont chacun des parcours différents en championnat. On en parlera tout à l'heure du match de Rennes ce week-end contre Monaco, mais Rennes n'est pas pour le moment dans une bonne dynamique et cela peut être un avantage pour le Celtic. Après, le facteur X restera quand même les deux attaques de chacune des équipes qui restent quand même très impressionnantes et qui pourront chacun tirer leur atout durant ce match. Donc je pense que ce sera un match avec beaucoup de buts. Je me suis trompé, moi c'est pas le Celtic Glasgow, je dis des bêtises là. Je me disais aussi, c'est pas possible, ils ont déjà joué face au Celtic Glasgow. Donc on sera contre le Cluj. 24 octobre, donc ça sera contre Cluj. Je suis en train de me dire, mais ça me dit quelque chose ce match, ça me disait un truc, je dis, mais en plus je l'ai regardé, je dis, mais il y a eu un partout. Non, c'était pas la bonne date, c'est le 24 octobre, pardon, à partir de 21h. Et dans l'autre rencontre, c'est ça, justement, le Celtic Glasgow contre la Lazio de Rome. Bon, ben là, c'est plus pareil. Ah bah là, c'est complètement différent. Bon, après, Rennes peut prendre confiance en battant en Cluj. Oui, puisque même si Cluj a gagné un match sur les deux qu'ils ont joué, cela reste une équipe qui n'est pas forcément du même niveau que Rennes. Donc, c'est à la fois une opportunité et une menace. Donc ça va être un match à double enjeu pour les Rennais. Soit ils vont réussir à se relancer, soit ils vont s'enfoncer de plus en plus dans ce groupe. Après, pour la Lazio contre le Celtic, ça reste quand même une affiche très alléchante avec un jeu dans le milieu de terrain et défensif très impressionnant du côté de la Lazio, même s'il reste quand même l'inévitable Immobilier devant. Et le Celtic pourra jouir de sa puissance offensive et de sa capacité offensive dans les duels. Allez, je te fais plaisir en annonçant ton équipe, le Glasgow Rangers, qui vont se déplacer du côté du FC Porto ce 24 octobre. Et pour le moment, les Glasgow sont deuxièmes. Enfin, toutes les équipes sont à 3 points dans ce groupe. C'est vraiment le groupe le plus indécis, avec en tête les Young Boys de Berne 3 points, Glasgow Rangers, Feyenoord Rotterdam et le FC Porto, en tout cas dans l'ordre. C'est le moment de tirer son épingle du jeu parce que le classement va se décanter ce soir-là. Donc je pense que les Rangers ont la capacité de faire mieux, même s'il reste quand même quelques blessés dans les titulaires. Mais il y a toujours un secteur où ils seront supérieurs et c'est ce secteur qui vont essayer d'étoffer et d'étirer dans le jeu pour essayer de gagner. Dans l'autre rencontre, ce sera intéressant aussi parce qu'on va pouvoir voir quelle équipe arrive à prendre le dessus pour se détacher dans le classement et surtout apporter son expérience européenne. Et notre deuxième club en Europa League, c'est l'AS Saint-Etienne qui a changé d'entraîneur et qui depuis 2 matchs en championnat, ça fonctionne un peu mieux avec Claude Puel et qui recevra Alexandria ce 24 octobre à partir de 18h55. Là, même cas que Rennes, il faut absolument une victoire car les 2 clubs qui ont 4 points, c'est Wolfsburg et la Gantoise. Et ensuite, on retrouve 3e Saint-Etienne et 4e Alexandria. Donc là, pas le choix, faut la gagne. Pas le choix, faut la gagne et c'est pareil que Rennes, la même situation. Le club qui est supposé être le plus faible sur le papier dans le groupe,
c'est à double tranchant, c'est le piège à déjouer. Ça va être un des matchs les plus importants et surtout que ça va être une double confrontation puisque lors de la prochaine journée, ils vont se réaffronter vu que c'est la troisième rencontre, elle est suivie de la quatrième contre le même concurrent. Et ça va être des enjeux, ça va être limite des matchs à 6 points. Eh bien, on va suivre ça, bien sûr, avec un grand intérêt cette semaine. Tout ce qui va se passer, notamment au niveau de la Coupe d'Europe. Un petit tour sur les différents championnats étrangers. Avec tout d'abord, on va partir du côté de l'Angleterre, avec ce qui s'est passé justement pour cette 9e journée. Avec les résultats suivants, les rencontres avaient lieu ce dimanche. Tout d'abord, Everton a battu West Ham 2-0. Bournemouth et Norwich City ont fait match nul 0 partout. Chelsea a battu Newcastle 1-0. Leicester City a battu Burnley 2-1. Wolverhampton et Southampton ont fait match nul 1 but partout. Tottenham et Watford 1 but partout. Et pourtant, Tottenham a égalisé à la 86e minute de jeu. Tottenham n'est pas encore guéri. Aston Villa a battu Brighton 2-1. Man City est allé battre Crystal Palace 2-0. Et le gros match du week-end, le derby en Angleterre, car c'est un truc de malade, ce match entre Manchester United et Liverpool, finalement. Un but partout dans cette rencontre. Il y aura une dernière journée entre Sheffield United contre Arsenal ce lundi 21 octobre à partir de 21h. Au classement, Liverpool en tête, 25 points. Deuxième, Man City, 19 points. Troisième, Leicester City, 17 points. Quatrième, Chelsea, 17 points. Et cinquième, Arsenal, 15 points. En bas de tableau, on retrouve Newcastle, Norwich City et Watford. Bon, messieurs, si je vous dis qu'on part du côté de l'Espagne, ça vous dit ? Allez, c'est parti. C'est parti, on part du côté de l'Espagne avec la 9e journée également qui a commencé ce vendredi 18 octobre avec Grenade qui a battu Osasuna 1-0. Le FC Barcelone est allé battre Eibar 3-0 avec un but du Français Antoine Griezmann à la 13e minute de jeu, joli présage, numéro 13. Atlético Madrid et FC Valence, un but partout. Retafe a battu Leganés 2-0. Le Real Mallorca a battu le Real de Madrid 1-0. C'est la crise du côté du Real. Alaves a battu le Celta Vigo 2-0. Real Sociedad a battu Betis Séville 3-1. Villarreal est allé battre l'Espagnol Barcelone 1-0. L'Athletic Bilbao et Real Valladolid, un but partout. Le FC Séville a battu Levante 1-0. Et on va regarder le classement. Barcelone est en tête, le FC Barcelone avec 19 points, suivi du Real Madrid 18 points, 3e Grenade 17 points, 4e la Real Sociedad 16 points. On retrouve ensuite le FC Séville et l'Atlético Madrid, 5e et 6e place avec 16 points. En bas de tableau, on retrouve 18e Celta Vigo, Espanyol Barcelone et 20e les Leganés. Direction l'Italie, tout ce qui s'est passé dans le Calcio pour cette 8e journée. Ça a commencé déjà ce samedi 19 octobre avec à 15h la Lazio de Rome, l'Atalanta Bergame 3 partout. Naples a battu l'Hellas Vérone 2-0. La Juventus Turin a battu Bologne 2-1. Sassuolo s'est incliné chez lui face à l'Inter de Milan 4-3. Beaucoup de buts dans cette rencontre. L'Udinese a battu le Torino 1-0. Cagliari a battu Spal Ferrara 2-0. Sampdoria de Gênes et l'AS Rome 0 partout. Parme a battu Genoa assez largement 5-1. Et le Milan AC et Lecce ont fait match nul, 2 buts partout. Il restera une rencontre ce lundi 21 avec Brescia qui recevra la Fiorentina à partir de 20h45. Au classement, on retrouve dans l'or la Juventus Turin 22 points, suivi d'Inter Milan 21, l'Atalanta Bergame 17 points, Naples 4e avec 16 points, 5e Cagliari 14 points, 6e l'AS Rome 13 points. Et en bas de tableau, on retrouve Spal Ferrara, Genoa et bon dernier, la Sampdoria de Gênes. Et dernier championnat, Jawohl. C'est l'Allemagne, avec tout ce qui s'est passé. Non, si je prends déjà le classement des buteurs, ça ne va pas trop le faire. On regardera ça plus tard. On va déjà commencer par la 8e journée qui débutait ce vendredi, avec l'Eintracht Francfort qui a battu le Bayer Leverkusen 3-0. Le Werder de Brême et le Hertha Berlin font match nul 1 but partout. L'Union Berlin a battu Fribourg 2-0. Le Fortuna Düsseldorf a battu Mayence 1-0. Le Red Bull Leipzig a battu Wolfsburg 1 but partout. Augsbourg a tenu en échec le Bayern Munich 2 partout. Borussia Dortmund a battu Gladbach 1-0. Oui, Fred, je vois que tu lèves la main. Qu'est-ce qui se passe là ? Il y a eu un partout, mais il n'y a personne n'a battu. Aucun club n'a battu. Quoi, j'ai dit quoi ? T'as dit Red Bull Leipzig a gagné 1 partout. Ah non, ils ont fait match nul 1 partout. Bon, ça, c'est un lapsus.
Un lapsus. Ensuite, on a ce dimanche, le FC Cologne a battu Paderborn 3-0 et Offenheim a battu Schalke 04 2-0. Et au classement, ça donne Gladbach qui est en tête avec 16 points. Ensuite, on a Wolfsburg, deuxième, 16 points. Troisième, le Bayern Munich, 15 points. Quatrième, Borussia Dortmund, 15 points. Ensuite, on retrouve Leipzig et Fribourg au 6e et 5e place. En bas de classement, on retrouve 16e, Augsbourg, Mayence et bon dernier, Paderborn avec 18 points. Et ben, je pense qu'on a tout dit sur les championnats étrangers. Messieurs, des choses à rajouter Non, sur ces différents championnats, des choses qui vous ont plu ce week-end Bah écoute, à l'étranger, le non, derby en Angleterre, j'étais par surtout, exemple. voilà, j'allais dire que j'ai resté sur ma faim dans cette derby que j'ai regardé. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus intense et, Oui, moi aussi. et un duel un peu plus disputé, mais au final c'était assez tristounet quand même comme match. Le match nul, le match nul pour Liverpool est un peu, comment dire. Comment on pourrait dire ça, le match nul n'est pas forcément, on va dire, mérité, puisque Manchester United était quand même un cran dessus, mais cela fait l'affaire des deux équipes, Liverpool continue son invincibilité en championnat. C'est sa grosse invincibilité pour les Reds. On va maintenant s'intéresser, on va revenir un peu plus par ici, du côté de l'Hexagone, avec tout d'abord la D1 féminine. Et ce qui s'est passé ce week-end pour la 6e journée avec les résultats. Montpellier a battu Metz 3-0, Bordeaux a battu Marseille 3-0, Fleury et Soyo 1 but partout, Guingamp est allé battre Reims 1-0, le Paris Saint-Germain a battu le Paris FC 2-0 et la surprise, quand même, c'est une surprise. L'équipe de Dijon, du DFCO, qui a tenu l'Olympique lyonnais en respect, 0 partout. Bravo aux Dijonnaises, dont on voit souvent l'équipe réserve par ici, car elle est dans le même groupe que beaucoup de clubs de la région. En tout cas, c'est un bon résultat. Et au classement, ça donne que le Paris Saint-Germain, suite au nul des Lyonnaises, reprend la tête avec 18 points. Les Lyonnaises, elles, sont deuxième avec 16 points. Ensuite, on retrouve Montpellier, troisième avec 13 points. En bas de classement, on retrouve en 11e position Dijon avec 2 points. Et puis 12e Metz avec 1 point. Mais avec ce résultat nul, les Dijonnaises vont sûrement prendre de la confiance et redresser là-bas. On l'espère en tous les cas pour elles. C'est un beau résultat quand même, ce match nul face à cette équipe de Lyon. Ah, tout à fait. En plus, Dijon commence à se bâtir une équipe qui commence à avoir un bon niveau pour le championnat. Et puis, en plus de faire monter des jeunes, elles arrivent à compenser tout cela avec beaucoup d'arrivées de joueuses expérimentées. Face à une équipe lyonnaise qui pourtant est impressionnante, et puis c'est limite l'une des meilleures équipes féminines du monde, c'est quand même un résultat inespéré et juste impressionnant pour les filles qui pourront se dire même si on a pris 7-0 à Gaston Zérard il y a 6 mois, maintenant on arrive à concurrencer des équipes sur juste un match sur 90 minutes, on a réussi à les contenir. C'est ça, elles ont réussi à les contenir. En tout cas, c'est un excellent championnat et on espère que le niveau va encore augmenter. Eh bien messieurs, on va passer cette fois-ci à ce qui s'est passé ce week-end en Ligue 1 avec le générique qui va bien. C'est parti pour la Ligue 1 et cette 10e journée qui commençait tout d'abord ce vendredi 18 octobre avec le Paris Saint-Germain qui se déplaçait du côté de l'Allianz Riviera pour affronter le GC Nice de Patrick Vieira. Bon, finalement, le Paris Saint-Germain va s'imposer largement dans cette rencontre 4-1, d'un doublé signé André Di Maria, 15e, 21e. Et en fin de partie, c'est Kylian Mbappé, 88e, et Mauro Icardi, 90e, qui vont parachever le succès des Parisiens. Ganago, à la 67e minute de jeu, avait, en tous les cas, un petit peu réduit le score pour cette équipe de Nice à 2-1. Mais finalement, ça n'a pas suffi dans cette rencontre. On va écouter la réaction de Patrick Vieira. Par contre, lui, il en veut à l'arbitre, M. Tixier, car oui, il faut rappeler qu'il y a quand même eu 2 cartons rouges dans cette rencontre. Justifié ou pas, ce sera l'avis de chacun. Et Thomas Tourelle, lui, il revient par contre sur le fait que son équipe a eu beaucoup d'occasions et à la finale, il est assez satisfait.
Une grosse déception parce qu'on n'était pas au niveau de l'affiche. On est tombé contre une équipe de Paris qui était vraiment au-dessus de nous. Mais malgré ça, on a réussi à rester dans le match et revenir à 2-1. On avait espoir d'y croire parce que Paris avait baissé un peu de rythme. Et malheureusement, l'arbitre gâche la fin du match pour nous. Parce que sur les 2 cartons rouges qu'il met à mes joueurs, je le trouve très sévère et incompréhensible. Mais c'est pas la première fois et ça commence à faire beaucoup de la part de cet arbitre. L'explication, et je pense que ce qu'il faut, c'est que l'arbitre prenne ses responsabilités et qu'il vienne expliquer, parce que nous, on a du mal à comprendre. Il y avait des absents des 2 côtés. On savait que ça allait être un match très compliqué, ça l'a été. Après, la victoire de Paris, bien sûr, elle est méritée, surtout par rapport à cette première mi-temps. Ils ont loupé quand même pas mal d'occasions. Mais nous, on a réussi à rester dans ce match-là. Et quand on revient à 2-1, si on reste à 11 contre 11, on pouvait espérer. Mais malheureusement, l'arbitre l'a rendu impossible pour nous. Et comme j'ai dit, c'est pas la première fois. Et ça devient frustrant de la part du même arbitre. Non, c'était pas facile, jamais facile. C'était un premier mi-temps très bien. On a contrôlé le match, on a eu beaucoup d'occasions. C'était pas possible pour Nice de jouer beaucoup et parce qu'on a défendu ensemble avec beaucoup d'intensité. Au début de deuxième mi-temps, on a oublié de fermer ce match. On a eu des grandes occasions avec des contre-attaques. On a manqué de précision pour faire le 3e but. Et voilà, on a perdu un peu le rythme, on a perdu le contrôle parce que Nice a joué avec beaucoup de risques. Mais oui, on a manqué un peu de précision et voilà, mais c'était bien. Ils ont manqué de précision, mais c'était bien, comme me rappelle Thomas Tourelle, maintenant direction la Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain qui se déplacera du côté du club Bruges. C'est un petit peu mieux. Quelques petits problèmes d'élocution après Mönchengladbach, ça va être Bruges. Oui, ça a été un week-end assez fatigant, donc c'est compliqué, un petit peu compliqué ce soir. Donc il y a certains mots qu'il faut. Bon, c'est bien le club Bruges et non pas le club Bruges. Après, je vais pas savoir à quel jeu tu joues le week-end. Ah bah j'étais sous la pluie sur le Rosemont pendant plus d'1h30 et on va dire ça m'a tué, entre guillemets, bien évidemment. Après, pour revenir sur le match, on ne sait pas ce qu'a dit Cyprien sur le terrain, mais je ne sais pas si le carton rouge devrait être obligatoirement justifié. Après, on ne sait pas, on n'a pas entendu, puisqu'on a vu sur le ralenti que Cyprien avait gueulé contre le joueur qui l'avait fauché. Mais est-ce que cela méritait un carton rouge ? On ne sait pas et ce sera à la commission de décider. Après, cela laisse semer le doute quant à la légitimité de le mettre. C'est ce que disait un petit peu, c'est là-dessus que revenait Patrick Vieira. Ce samedi à 17h30, l'Olympique lyonnais avec son nouvel entraîneur Rudy Garcia recevait l'équipe de Dijon, une équipe de Dijon qui a redressé un petit peu la barre dernièrement et qui voulait faire quelque chose du côté d'un Noël un petit peu malade. Finalement, dans cette rencontre, pas de but, 0 partout. On va écouter justement la réaction de Rudy Garcia. Lui, il est confiant. Pour lui, son équipe est sur la bonne voie. Et Stéphane Jobard, il est un petit peu agacé, vous allez l'entendre, justement par ces jeunes éléments. Vous allez voir un petit peu ce qu'il leur reproche. Ouais, on est à 9-10 frappes cadrées sur à peu près 25 tirs à la maison. Donc, il nous aurait fallu un petit peu plus d'adresse devant le but, un peu plus de réussite. Et puis aussi, des fois, sur certains joueurs, un peu plus d'agressivité. Alors qu'il semblait qu'on pouvait marquer. La deuxième période m'a plu. La première, on a été un peu diesel. On a manqué un petit peu de jeu combiné. On a manqué un peu de communication. Parfois, on a vu quelques joueurs offensivement faire le même déplacement. Ou parfois, on a vu derrière des joueurs aller au jeu de tête à 2. Enfin, il y a des choses à améliorer. Mais par contre, la deuxième période aurait dû nous permettre de gagner parce qu'on a beaucoup pressé. On a été chez l'adversaire, on a mis la pression et toutes les stats sont ouvertes. La seule stat qui est pas bonne, c'est le résultat parce qu'on n'a pas su gagner. Donc, c'est pas suffisant. Mais je pense que si on continue comme ça, on est quand même sur la bonne voie si on regarde la deuxième période. Ouais, c'est le point du courage. Celui-là, effectivement, il est presque miraculeux au vu de la deuxième mi-temps. On peut dire merci aussi à Alfred Gomis. Je pense qu'on l'appellera le point Gomis, celui-là.
Après, j'ai beaucoup de regrets sur la première mi-temps parce que je trouve que Lyon était en sous-régime et je pense qu'on a mal exploité nos ballons offensifs. Et j'étais un peu remonté sur nos jeunes éléments offensifs qui ont manqué un petit peu de prise d'initiative et de responsabilité. Et il faut vite qu'ils franchissent ce palier-là pour espérer jouer en Ligue 1, mais c'était insuffisant pour moi en première mi-temps. Et en seconde mi-temps, on a fait face aux vagues lyonnaises. On a aussi quelques pimpins physiques. Samaritano et Loto ont fini blessés sur le terrain. Belle leçon d'abnégation et de courage. Sur l'état d'esprit, je n'ai qu'à féliciter mes joueurs, mais j'ai bien conscience qu'il faudra en donner plus pour prendre des points en Ligue 1. Malgré tout, prendre un point à Lyon, j'aurais signé tout de suite avant le match. Oui, j'ai bien conscience qu'on a manqué de maîtrise, on a manqué de justesse dans les choix. Enfin, il y a beaucoup à redire, mais voilà. Je vous rappelle qu'on est Dijon, on était à un point de Lyon, on reste à un point de Lyon. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, et on prend un point, et voilà, on a 10 points. C'est ça, je me trompe pas, 10 points ou 9. Enfin bref, on prend des points pour rester dans la course au maintien avec les équipes qui nous concernent pour ce mini-championnat. C'est 9 points, monsieur Stéphane Jobard, et en tous les cas, c'est un point important, n'est-ce pas, Arthur? Un point à Lyon, c'est quand même pas tout le monde qui peut aller. Surtout que Dijon a bien joué pendant ce match. Ils ont réussi à démontrer qu'ils étaient capables de contenir des assauts lyonnais qui étaient récurrents. Après, il y a quand même eu une sacrée maladresse de la part du joueur dans le dernier geste côté Lyon, parce que quand tu vois en seconde mi-temps que Terrier rate une frappe dans une cage vide, ou encore Marcelo qui aurait pu mettre une tête avec une frappe chirurgicale derrière, c'est quand même aussi une petite combinaison de tout, même s'il ne faut pas oublier que Gomis a quand même réalisé un match stratosphérique. Je crois qu'il est à 14 arrêts sur le match, et c'est le plus gros total depuis le début de la saison pour un gardien dans un match de Ligue 1. Gomis, depuis qu'il est arrivé à Dijon et qu'il est titularisé, fait beaucoup de bien à l'équipe. Après, il y a encore des secteurs où ça pêche, surtout que en attaque, il y a encore quelques mécanismes à trouver, surtout avec des joueurs qui ont du mal à tenir des matchs complètement, comme Gerson Cadiz ou Matheus Pereira. Et puis, ces lacunes sur les côtés, avec le problème à gauche de Muzinga qui n'arrive pas à jouer avec son plein potentiel, et c'est dommage. Oui, c'est vrai, c'est une équipe de Lyon qui est en crise de confiance, ça se voit, et je pense que d'ici quelques matchs, ils auront un peu mis tout ça dans l'ordre, et puis on verra une équipe qui tournera un petit peu mieux. C'est pas forcément de bon augure avec l'arrivée des matchs de Ligue des Champions. Bon, ça dépend, ça peut justement leur redonner encore un petit peu plus de confiance. De toute façon, ils n'auront pas le choix, il va falloir qu'ils s'imposent à un moment donné en Ligue des Champions. Eh bien, on va continuer notre petit périple et on va regarder ce qui s'est passé pour les rencontres qui avaient lieu à 20h avec Toulouse qui recevait Lille, avec là aussi un nouvel entraîneur qui était du côté de Dijon la saison dernière en tant que pompier, et là il revient du côté de Toulouse en tant que pompier. C'est Antoine Comboiré. Pour sa première sur le banc, il a été gâté car son équipe lui a offert la victoire. Des buts signés à la 58e minute de jeu de Yaya Sanogo, et ensuite Max-Alain Gradel sur penalty, 66e minute de jeu, ça fait la 2-0. Et ensuite c'est José Fonte justement sur corner qui va mettre une belle tête à la 90e minute de jeu. Mais ça ne suffit pas, c'est une défaite pour les Lillois. On va écouter la réaction justement d'Antoine Comboiré. Mais lui, il rend hommage, vous allez le voir, à Alain Casanova, son prédécesseur, et il remercie aussi son équipe pour cette première victoire. Et Christophe Galtier, qui revient lui sur le fait que son équipe prend beaucoup, mais vraiment beaucoup trop de buts. Il faut leur demander à eux, les joueurs. Je crois que oui, ils ont surtout pris conscience qu'ils faisaient un peu trop de conneries, qu'ils déconnaient, qu'ils n'étaient pas sérieux. Que souvent ils n'avaient pas envie, mais c'est clair que quand les joueurs se mettent en situation de relever des défis, ils sont capables de faire de grandes et belles choses. Donc bien sûr qu'il n'y a pas plus beau cadeau qui m'est fait pour m'accueillir ici, mais en même temps j'ai envie de leur dire qu'ils prennent conscience que quand ils ne font pas ce qu'il faut parce qu'ils ont les qualités, ça peut coûter le poste d'un entraîneur. C'était le cas pour Alain. Donc j'ai une pensée pour lui aujourd'hui. Et j'ai envie de lui dédier cette victoire aussi parce que les joueurs sont souvent responsables. Moi je peux en parler parce que j'ai joué 16 ans. Voilà.
Donc j'ai eu aussi des entraîneurs qui ont été démis de leur fonction et je me sentais responsable. Voilà, voilà. Mais bon, aujourd'hui, il faut surtout féliciter la prestation des joueurs, ils ont été énormes. Voilà. Je leur dis merci aussi parce que voilà, c'est un beau cadeau d'arrivée. Maintenant, le plus dur qu'on pense, c'est ce que je vais leur demander, d'avoir cette rigueur et cet engagement tous les week-ends. On n'a pas existé du tout. Toulouse mérite sa victoire. Ils ont joué leur jeu avec le changement d'entraîneur. Un jeu très, très offensif, mais assez direct, assez tranchant dans la transition. Et nous, on est resté dans un rythme, un petit rythme sans intensité, sans agressivité pour gagner le ballon. On a eu beaucoup de duels perdus, beaucoup de deuxième ballons pas gagnés. À force de vouloir construire notre jeu, on en perd peut-être les vertus qui étaient notre force la saison dernière. On prend beaucoup trop de buts, beaucoup trop de buts. Et à l'extérieur, on est dans une série très 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 négative. C'était Christophe Galtier. On va maintenant regarder ce qui s'est passé dans les autres rencontres avec tout d'abord Metz-Nantes. Un seul but dans cette rencontre. Il est arrivé en toute fin de match avec les Messins qui s'imposent grâce à Habib Diallo, 86e minute de jeu. Un seul but et ça suffit bien évidemment au bonheur des Messins. On va écouter tout de suite la réaction de Vincent Ognon. Bien évidemment, comme toutes les victoires, elles sont toujours très très bonnes. On en avait besoin, sincèrement, parce que on le disait qu'il nous manquait des points et on avait passé une trêve internationale dans la position que vous connaissez, de 20e, donc c'était pas très agréable. Néanmoins, on a bien travaillé, une bonne remise à niveau physique et puis on a continué à avancer comme ce groupe avance depuis le début de saison. Et ce soir, on a fait un match intelligent et qui se termine par une victoire, je pense, logique, même si c'est un match assez fermé. Il y avait eu la frustration après le match contre Toulouse. Là, ce match, Metz qui est en supériorité numérique, c'est ce type de match qu'il faut absolument savoir gagner. En tout cas, on voulait gagner ce match, mais on avait plusieurs objectifs. Je pense qu'on a vraiment fait un match assez intelligent compte tenu du contexte où on était dernier et que voilà, on en a beaucoup parlé pendant ces 15 jours. Hein. Et c'était pas facile à passer ce cap, mais c'est pour ça qu'il fallait être intelligent. Et en étant intelligent, il fallait surtout commencer par bien défendre et à pas prendre de Et à pas prendre de but, oui, forcément, et il faut bien défendre. Quand on défend bien, on ne prend généralement pas beaucoup de buts. Et on va écouter maintenant la réaction du côté de Nantes avec Khalifa Koulibaly. Lui, il revient plutôt sur le pénalty qui les a pénalisés. Ça se voit que tout le monde est triste. Quand tu vois l'entame du match, on avait la position de balle et tout, donc voilà. C'est le foot, ça arrive souvent, donc dès qu'on a pris ce carton rouge, ça nous a un peu... On a couru un peu derrière le ballon, donc ça a lâché un peu et ils ont arrivé à marquer ce but, donc voilà. Maintenant, on va pas baisser les bras. On sait qu'il y a un match qui va venir vendredi. Donc, on va essayer de doubler tout ça et se reconcentrer sur le match contre Monaco. Mais c'est ça. Déjà, il y a de bonnes choses. C'est juste ce carton rouge qui nous a un peu pénalisé. Donc, voilà, on va pas tout gâcher. Et on va continuer comme ça. On va bien récupérer pour essayer de prendre les 3 points à la main. C'était Khalifa Koulibaly, le Nantais. On va passer aux autres rencontres qui avaient lieu. On va aller du côté d'Angers, cette fois-ci, qui fait un super début de saison. Et Angers qui s'est incliné chez lui face à Brest. Un but de Cardona, 67e minute de jeu. Un superbe but. Revoyez-le dans sa conception, surtout dans sa finition. Il est magnifique, son but. Et ensuite, donc un but à 0. On va écouter la réaction justement de Stéphane Moulin. Forcément, beaucoup de déception pour lui, et pourtant il revient sur le fait que son équipe n'était pas moins forte que l'équipe de Brest. Et du côté de Brest, on va écouter la réaction de Guillaume Larsonneur, le gardien, qui a fait aussi de très belles choses dans sa cage.
Et lui, il revient sur le fait qu'il travaille toute la semaine pour ça. C'est un gros match de sa part. Vous allez écouter aussi la petite touche que le gardien adverse a eu pour lui. C'est assez sympa. J'essaye justement de faire le nécessaire pour dans la récupération, voilà, dans tous les à côté pour essayer d'être performant. De toute façon, on s'entraîne pour jouer des matchs, c'est que du bonus d'enchaîner les matchs, donc à moi de tout faire pour que ça continue, donc ça me pose pas forcément de problème. Et voilà, aujourd'hui j'étais déterminé parce que justement après les trêves où on part en équipe nationale, justement les retours sont parfois assez compliqués, donc fallait redoubler d'efforts, de concentration, de détermination, et ça m'a souri ce soir. Je pense qu'il a manqué un peu de chance parce qu'on a eu des occasions, mais voilà, on n'a pas réussi à les concrétiser, c'est dommage pour nous. Pourtant on fait une belle partie aujourd'hui et oui, là, il y a une petite erreur. Hein. Là, on était déjà passé du côté du match de Reims. Hein. Non, on va plutôt revenir sur le match d'Angers, ça sera mieux. Ouais, le plus sympa, on va dire que c'est la dernière en fin de match. Elle fait toujours plaisir, mais après, voilà, je pense qu'au-delà de ça, c'est un travail que je réalise toute la semaine avec beaucoup de détermination, et j'espère que ça va continuer et que je vais faire de belles performances comme ça dans l'avenir. Ouais, même Charbonnier m'a chambré avant que le corner soit frappé, il me fait... Belle photo, mais garde là. C'est une énorme déception parce que on voulait continuer chez nous. On n'a pas fait un très grand match, mais on a quand même tiré 29 fois au but. Donc je pense que c'est quand même assez incroyable de ne pas en avoir marqué un. Alors il y a plusieurs raisons à ça. On est tombé sur un gardien qui a fait un gros match, un grand match. Ils ont été extrêmement solidaires. Ils ont effectivement contré énormément de tirs, énormément de ballons. Et puis... Comme souvent dans ces moments-là, on a manqué aussi un peu de lucidité et d'adresse. Donc le mélange de tout ça fait que c'est un petit hold-up quand même. Parce que ils ont un tir cadré, un but. Donc pour nous, c'est une vraie déception. Non pas par rapport au classement, c'est pas, le problème n'est pas là, c'est juste que voilà, perdre, ça fait partie du jeu, mais perdre de cette manière-là, c'est vraiment décevant et rageant parce qu'on avait franchement l'impression qu'on n'était pas moins fort que cette équipe-là. Mais oui, mais à la finale, ça fait 0 points pour cette équipe d'Angers. Vous êtes toujours sur Shalom Besançon. Vous pouvez nous écouter sur le 99.5, mais également sur Internet, sur Radio Shalom Besançon.com, et n'hésitez pas à nous appeler au 03 81 50 67 51 dès que vous voulez intervenir. On vous passe à l'antenne et vous vous exprimerez en direct. On va continuer notre petit chemin en Ligue 1 avec ce qui s'est passé. Maintenant, on va y arriver du côté de Reims, avec Reims-Montpellier. Un seul but dans cette rencontre. Il est l'œuvre de Younis Abdelhamid. Bon, là, il ne fallait pas être en retard dès la 2e minute de jeu. Et ce sera finalement le score à la fin de cette rencontre. On va écouter justement la réaction du buteur. Il est forcément content de sa prestation et de son équipe. Et on va écouter également TJ Savanier. Alors tout à l'heure, je vous ai dit Guillaume Larsonneur, mais en fait c'était Gauthier. Je reviens là-dessus parce que Arthur me l'a indiqué juste après. Bon, il y avait du jet dedans, j'avais pas tout faux, mais j'avais pas le reste. Et puis là, comme je vous le disais, on va écouter la réaction de Younis Abdelhamid et également TJ Savanier qui lui dit simplement on n'a pas eu de réussite ce soir et pourtant on a eu les occasions. On les écoute tous les deux. J'essaye justement de faire le nécessaire pour dans la récupération, voilà, dans tous les à côté pour essayer d'être performant. De toute façon, on s'entraîne pour jouer des matchs, c'est que du bonus d'enchaîner les matchs, donc à moi de tout faire pour que ça continue, donc ça me pose pas forcément de problème. Et voilà, aujourd'hui j'étais déterminé parce que justement après les trêves où on part en équipe nationale, justement les retours sont parfois assez compliqués, donc fallait redoubler d'efforts, de concentration, de détermination, et ça m'a souri ce soir. Je pense qu'il a manqué un peu de chance parce qu'on a eu des occasions, mais voilà, on n'a pas réussi à les concrétiser, c'est dommage pour nous. Pourtant on fait une belle partie aujourd'hui et voilà, il faudra travailler pour la semaine prochaine, essayer de gagner le match à la maison. À titre personnel, on imagine que vous aviez envie de reprendre, ça fait 3 mois que vous n'étiez plus là. Comment vous vous êtes senti, vous, à titre personnel? Moi franchement je me suis bien senti. Voilà, j'ai eu du mal à trouver mon deuxième souffle les 5-10 premières minutes que je suis rentré.
Bon, après, ça allait mieux et voilà, comme j'ai dit, on va travailler pour essayer de jouer un peu plus longtemps la semaine prochaine. Franchement, j'espère le plus rapidement possible, mais bon, voilà, là, je pense qu'on est un bon groupe. Il manquait qu'Andy ce soir blessé. Voilà, on espère vite le retrouver et essayer de faire des bons matchs tous ensemble avec l'équipe et essayer de gagner le match déjà à la maison la semaine prochaine contre Angers qui nous ferait du bien et continuer comme ça. Et oui, c'était justement Savanier. On va parler maintenant de la dernière rencontre qui avait lieu ce samedi à 20h. C'est Nîmes qui recevait Amiens. Nîmes qui marque par Pablo Martinez à la 41e minute de jeu. Ça fait 1-0 pour les Nîmois du côté du stade des Costières. Et finalement, à la 90e minute de jeu, cette équipe d'Amiens qui ne lâche rien va égaliser par Calabresi. Et ça fait donc un but partout. On va regarder justement la réaction de Bernard Blacard. Il dit simplement on ne méritait pas plus. Le match nul est largement mérité pour Amiens. Ce soir, c'est-à-dire samedi, on va s'en contenter, mais on ne pourra pas toujours s'en contenter si on veut se maintenir en Ligue 1. On ne fait pas une première mi-temps géniale, mais correcte. Avant de ne penser qu'à défendre après la pause, on a joué trop peu de coups à fond ce soir. Amiens nous était supérieur. Après, s'il n'y a pas pénalty sur Lucas Buedes, il n'y a jamais pénalty. Il nous a manqué quelques minutes pour conserver un succès. Mais cette égalisation était un scénario presque inévitable. On a fait ce que l'on a pu. On n'a pas un effectif pléthorique. Et puis Amiens est une très bonne équipe. Et maintenant, on va écouter la réaction de Lucas Elsner qui lui revient sur le fait que son équipe a livré une grosse seconde période justement pour revenir dans cette rencontre. Ouais, j'ai adoré le match des garçons. Autant sur la première mi-temps, on tombe un peu dans la facilité au moment où on a pris un petit peu le dessus et on se fait punir. Autant la deuxième mi-temps est énorme de la part des garçons. En tout cas, au niveau mental, on a été très présent. On n'a pas lâché jusqu'au bout. Même quand beaucoup d'événements ont pu nous être défavorables, on est resté présent et ce but vient récompenser les efforts énormes qu'ils ont fournis. Donc, je suis très content de leur performance aujourd'hui. Il y a un petit bémol tout de même à apporter, c'est quoi? C'est le manque d'efficacité, parce qu'il y en a eu des occasions, vous pouvez mettre largement plus d'un but, ça aurait pu... alors là ça vous sourit, mais finalement si vous avez le vent de face plutôt que le vent dans le dos sur les dernières secondes du match, ça peut être beaucoup plus compliqué. Bah écoutez, on a manqué d'efficacité certes, mais pour moi ce qui est important c'est qu'on arrive à se produire beaucoup de situations, même dans des moments où c'est difficile. On a été très bon à la perte du ballon, on a su les maintenir sous pression pendant les 45 dernières minutes. Et non, je suis content du résultat, même venir faire un partout ici, c'est pas facile. Et donc au final, quand les têtes seront un petit peu plus calmes et reposées, je pense qu'on sera content d'avoir pris un point vu le scénario de la rencontre. Eh bien, on verra en tout cas s'ils seront contents justement, les jaunes de Lucas Elsner, d'avoir pris un point dans cette rencontre. Mais c'est vrai, quand on revient à la 90e, c'est toujours très important. On va regarder ce qui s'est passé ce dimanche avec plusieurs rencontres au programme. Tout d'abord, Bordeaux qui recevait l'AS Saint-Etienne. Saint-Etienne, vainqueur de Lyon le week-end précédent, il y a 15 jours, on va dire, avec la trêve internationale, 1-0, se déplaçait du côté de Bordeaux. Un but dans cette rencontre, à la dernière minute, à la 90e sur penalty, signé Denis Bouanga. Et ça suffit aux hommes de Claude Puel. 2 matchs depuis que Claude Puel est arrivé, 2 victoires. Et il commence à bien redresser la barre, justement, Claude Puel. Un petit mot, Arthur, sur l'arrivée de Claude Puel et puis surtout ce qu'il fait en ce moment, ça marche bien. Bah écoute, Claude Puel, au vu des finances de Saint-Etienne et puis de la politique de recrutement de la part de Cayazo et de Romeyer en termes d'entraîneur, ce n'est pas étonnant qu'un entraîneur expérimenté comme Claude Puel arrive. Après, c'est sûr qu'au vu de son expérience et puis de ce qu'il a pu accomplir en France et en Angleterre, cela reste quand même un excellent choix en termes d'entraîneur. Mais en termes de jeu, ce n'est pas forcément ce qui est le plus avantageux pour l'effectif qui est à Saint-Etienne et puis la volonté de renouveler les entraîneurs qui deviennent de plus en plus récurrents dans le sillage français. Quand on voit des Antoine Comboiré, Rudy Garcia qui font un petit peu le tour de France des clubs, ça devient un peu barbant. Mais en tout cas, les résultats sont là et pas de belles victoires parce que le match de Bordeaux était quand même un match assez saccadé. 2 victoires à enjeu pour Saint-Etienne. Et oui, 2 victoires pour Saint-Etienne. Et moi, je vous propose d'écouter les réactions dans l'ordre de Pablo, Jovanovic et Benito. Et ça, c'est du côté de Bordeaux. On a fait un très bon match, beaucoup d'occasions. Et au fin du match, on a pris un but difficile pour nous. Mais on va continuer, on est bien.
on est bien, on fait notre jeu, on a joué très bien avec le ballon. Et le championnat c'est loin et on va faire le mieux pour monter. Et tu vois, le match, c'est juste une équipe qui a joué, juste nous. On a beaucoup joué avec le ballon, je ne sais pas si 65% du ballon, c'est beaucoup, et beaucoup d'opportunités aussi. Mais c'est ça, le foot, il y a des matchs que c'est comme ça, mais on va continuer pour faire le mieux. Je pense qu'on n'a pas mérité perdu, on a mérité minimum 1 point. Parce que franchement, on a joué très bien aujourd'hui. On a possession des ballons et tout ça, mais c'est dommage. Parfois, passer un match comme ça, et on doit garder notre identité de jouer et continuer comme ça. Je crois qu'on a continué, on a arrêté à Toulouse. On a eu un bon début de jeu, on a contrôlé bien le match. On a eu beaucoup de possession de ballon. Donc avec un peu plus de conviction devant le but, je crois qu'on peut gagner ce match. Et surtout de cette manière, dernière minute, un penalty comme ça, ouais, c'est frustrant, on est très déçus, mais le travail continue. Le travail continue pour Loris Benito et je vous propose d'écouter la réaction du côté de Denis Bouanga, le buteur qui revient lui sur l'état d'esprit irréprochable dans cette équipe de Saint-Étienne. J'ai vu que personne n'allait prendre le ballon, donc voilà, je me suis dit je vais prendre mes responsabilités. Je suis parti prendre le ballon et je savais déjà où j'allais tirer. Donc voilà, j'ai tiré et j'ai donné la victoire à Saint-Étienne. Et après tout le travail qu'on a fait dans ce match-là, ça fait toujours du bien de marquer et voilà, après c'est magnifique pour nous. C'est sûr que c'était super difficile, après voilà, on a bien tenu, on a eu quand même des occasions et voilà, on a su concrétiser ce penalty et cette victoire au bout, c'est ce qu'il nous fallait de toute façon. On a un état d'esprit maintenant irréprochable, on va dire. Et donc voilà, l'exigence est là, la confiance est là aussi. Et de gagner ce soir, ça nous engrange encore plus de confiance pour les matchs à venir. On est plus solide défensivement, voilà, maintenant il ne nous manque plus que l'efficacité devant. Et je pense que on sera une très bonne équipe. Et oui, l'efficacité, comme le dit toujours Denis Bouanga, c'est ce que recherchent toutes les équipes. On va maintenant s'intéresser à la rencontre qui a eu lieu à 17h entre Monaco et Rennes, où il y a eu pas mal de buts. Il y en a eu 5 au total. Et ça commence très vite avec Wissam Ben Yedder à la 3e minute de jeu. Et ensuite, c'est Mawassa à la 12e minute de jeu qui égalise pour cette équipe de Rennes. Avant que Rennes ne prenne l'avantage par Adrien Ounou à la 48e minute de jeu. Finalement, c'est Islam Slimani suite à une mauvaise relance de Jérémy Morel dans l'axe qui permet justement au buteur monégasque d'égaliser 56e minute de jeu. Et en fin de partie, c'est un doublé pour Wissam Ben Yedder, 90e minute de jeu. Finalement, on en reste à 3-2. Rien ne va pour cette équipe de Rennes. C'est le 9e match sans victoire. Pour les hommes de Julien Stéphan, on va écouter la réaction de Wissam Ben Yedder. Il lui dit, voilà, même s'il y a la victoire ce soir, ce sera compliqué encore toute la saison. Et le Rennais Joris Gnagnon, une grosse déception. Et puis maintenant, place à l'Europa League. Tout d'abord, c'était un match pas facile, avec deux équipes qui cherchaient la victoire, parce qu'à un moment donné, on a eu une belle opportunité. En deuxième mi-temps, on a eu un peu de mal avec leur deuxième but. Après, on jouait de moins en moins et on a la réussite qui tourne pour nous à 2-2. Ensuite, on a ce moment où on peut marquer aussi avec peut-être la main du joueur et ça a été difficile, mais on est parti chercher la victoire avec les tripes et c'est ce qui est important dans notre situation. Elle fait du bien celle-ci. Ouais, je pense qu'elle fait énormément de bien parce que si déjà on faisait un match nul, on serait pas dans de bonnes conditions. On sait qu'on était relégable juste avant. On sait qu'il va falloir beaucoup de choses pour remonter la pente. On a beaucoup de travail. Et aujourd'hui, elle fait énormément de bien cette victoire, mais on sait qu'il y aura encore pas mal de matchs et il faudra travailler pour essayer de reproduire ce genre de match. On sait qu'on a pas mal on a beaucoup de mal sur le système défensif. On l'a vu depuis l'année dernière sur le maintien. On essaie d'améliorer ça. En début de saison, on a eu énormément de mal. On a pris beaucoup de buts. Maintenant, je pense que maintenant l'idée c'est de gagner les matchs, c'est d'encaisser moins aussi parce que c'est toujours bien.
Mais il y a du travail à faire et aujourd'hui il faut gagner les matchs coûte que coûte. Même si on se mange des buts, c'est pas facile aujourd'hui, on l'a vu. Mais on a réussi à gagner les 3 points et j'espère que ça nous mettra encore un peu plus en confiance parce qu'on sait que le championnat est long et ça va être difficile. Joris, vous êtes passé par toutes les émotions. Aujourd'hui, on imagine une grande déception. Très très grande déception. Ça a été difficile, les deux mi-temps, ça a été très très compliqué. On a la chance de mettre quand même 2 buts. Mais bon, on n'arrive pas à tenir le score malheureusement. On aurait au moins voulu ressortir de ce match avec 1 point, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Vous méritiez mieux selon vous? Je sais pas si on mérite mieux, mais bon, quand c'est compliqué, il faut essayer de pas perdre les matchs. Et cet après-midi, on l'a fait quoi. 9 matchs en victoire, toute compétition confondue. Comment vous l'expliquez, Joris? C'est une très très mauvaise spirale pour le Stade Rennais. Ouais, c'est vrai que c'est très compliqué en ce moment. Mais bon, faut continuer, faut jamais lâcher. C'est vrai que c'est compliqué, on a connu pire. Mais faut rien lâcher. Voilà, maintenant c'est place à l'Europa League et espérer faire un résultat à la maison. Oui, place à l'Europa League, comme on le disait tout à l'heure, en recevant les Roumains de Cluj. Mais pour reprendre de la confiance, il n'y a pas mieux que la Coupe d'Europe. Mais pour ça, il faut gagner justement ce match d'Europa League. Dernier grand format de cette 10e journée, c'est Marseille qui recevait Strasbourg. Et ça commence très vite dans ce match par Camara dès la 3e minute de jeu, qui reprend une balle en pleine surface. Il n'est pas attaqué. Et ça fait 1-0. Et en fin de partie, un penalty signé Strootman. Et un penalty provoqué par Benedetto à la 90e. Et ça fait 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Et je vous propose d'écouter la réaction d'André Villas-Boas après cette victoire. Peut-être que seulement cette but de tranquillité sera Dongic le fait avec cette chance dans le début du deuxième mi-temps. Ça tranquillise un peu les gars et fait sortir un peu plus de Strasbourg. Évidemment, on n'a pas joué un match très intense. On était bien placés. Strasbourg, on n'a pas eu de grandes chances. Mais évidemment, il est resté toujours un match émotionnel. Mais bon, je pense que c'est mérité pour les chances qu'on a vues. Et important pour le groupe. Parce que finalement, on est capable de gagner au Vélodrome. Cette victoire nous porte à être en touche avec le top. Et je pense que c'est bon pour les gars, finalement. Et aussi, on finalement reprend Payet aussi de suspension, qui est un joueur très important pour nous et va donner des autres choses pour nous. C'était André Villas-Boas. Et maintenant, on va écouter la réaction de Thierry Lory, forcément très déçu après cette rencontre. On est en difficulté à l'heure actuelle. Voilà, les chiffres le montrent, que ce soit au classement ou que ce soit à l'extérieur. Mais je trouve qu'on est mieux physiquement déjà. On est revenu à un niveau physique qui fait que c'est beaucoup mieux. En termes d'organisation, je trouve que c'est plutôt correct aussi. Maintenant, il y a une qualité technique qu'il va falloir améliorer à tout prix, parce que si on n'améliore pas cette qualité technique, ça va être compliqué, du moins, notamment à l'extérieur. C'est vrai qu'on l'an dernier, on se créait souvent peu d'occasions, mais on avait une efficacité qui était assez redoutable, même à l'extérieur. Et cette saison, on se crée pas beaucoup plus d'occasions, parfois moins, et on est surtout moins efficace. Voilà, donc j'entends bien toutes les critiques ou tous les constats qui vont être faits par les grands connaisseurs du football, mais nous, on n'est pas du tout dans cette logique-là. On savait que ce début de saison serait compliqué. On savait qu'au vu de l'effectif qu'on avait, on n'allait pas jouer l'Europa League cette saison ni la Champions League. Voilà, on n'est pas déçus pour ça. Par contre, on ne pensait pas être à cette place-là au niveau du classement. Et donc, on va travailler encore plus durement, même si je ne sais pas comment on va faire pour travailler plus durement. Il va falloir qu'on travaille matin, après-midi, soir, parce que je trouve que les garçons ont vraiment bien bossé depuis le début, et notamment sur les 15 derniers jours. Donc il va falloir qu'on améliore cette équipe, le rendement du moins de cette équipe, et il va falloir que de manière rapide, je dirais, je ne vais pas dire urgente, je vais dire rapide, comme ça, et écrivez bien rapide s'il vous plaît, on trouve des solutions pour améliorer le rendement de l'équipe, ça c'est clair. Je l'adore, moi Thierry Loret, les grands connaisseurs du football. Bon, c'est sûr qu'après on ne peut pas travailler le matin, l'après-midi
et le soir. Et on espère que cette équipe de Strasbourg remontera au classement. Messieurs, un petit mot sur ce dernier match, ce dernier format. Non, vous avez quelque chose à rajouter J'ai regardé hier soir. Attends, je t'ouvre ton micro. Oula. Je dis oui, j'ai regardé hier soir le match en plus. C'est mieux de le regarder. Ah bah oui. C'est mieux de le regarder. Ouais, les matchs du dimanche, je les regarde toujours. Comme Bon, ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Bon, c'est une bonne chose avant le Classico dimanche que Marseille ait gagné, quoi. C'est vrai, c'est mieux avant le Classico. Arthur, un petit mot sur cette rencontre ou pas du tout? Eh ben écoute, c'est une rencontre rudement menée par Marseille qui quand même continue sur la bonne dynamique. En plus, Strootman qui qui a encore marqué ce soir. Et je pense que cela permet de continuer une bonne série, surtout qu'il me semble qu'il a fait aussi une passe décisive durant ce match. Donc il est complètement, il se redécouvre et puis il devient le fer de lance de l'équipe de Marseille. Ça fait plaisir à voir. Oui, puis ça devait pas être, à la base, ça devait pas être lui qui devait tirer le penalty, ça devait être Dario Benedetto. Puis finalement, Strootman lui a dit laisse-moi faire, je vais m'en occuper, je vais m'en charger, quoi. Oui, après, il y a forcément un tireur qui est désigné en début de match, mais finalement, après, il lui a laissé. D'ailleurs, la petite anecdote, c'est que Strootman, en néerlandais, ça veut dire homme de paille, épouvantail. Oula. Donc, c'est dommage, c'est parce que ça ne lui correspond pas à ce qu'il est sur le terrain. Ah non, c'est pas un homme de paille, ça on peut le dire. Il est mieux cette année. La saison dernière, c'était plus compliqué. C'était un épouvantail l'année dernière, oui. C'est ça. C'était un petit peu plus compliqué. Eh bien, on va justement regarder, vous donner le classement de cette Ligue 1. Tout d'abord le classement avec le Paris Saint-Germain en tête avec 24 points, suivi de Nantes 19 points. Il y a déjà 5 points entre les deux, entre le premier et le deuxième. Troisième Reims 17 points, quatrième Marseille 16 points. Ensuite, on retrouve en bas de classement Nîmes 18e avec 10 points, Dijon est 19e avec 9 points. Bon, c'est Stéphane Jobard qui m'a un petit peu mis le pied à l'étrier tout à l'heure en parlant de 10 points, 9 points. Non, ils ont 9 points, mais ils ne sont plus en lanterne rouge. C'est Strasbourg qui est lanterne rouge en étant 20e avec 9 points, mais il n'y a pas d'écart pour le moment. Il faut prendre des points, tout simplement. Prochaine rencontre sera la 11e journée, ce vendredi 25 octobre. Nantes recevra Monaco à partir de 20h45. Les rencontres du samedi 26 octobre de cette 11e journée à 17h30, on retrouvera Lille-Bordeaux. Les rencontres à 20h, Strasbourg-Nice, Lyon-Metz, Montpellier-Angers, Reims-Nîmes, Brest-Dijon. Ce dimanche 27 octobre, poursuite et fin de cette 11e journée avec à 15h Rennes-Toulouse, à 17h Saint-Étienne-Amiens. Et le Paris Saint-Germain, comme on le disait, recevra Marseille pour le Classico à partir de 21h. Au classement des buteurs, c'est Wissam Ben Yedder qui chipe la première place à Osimhen, le Lillois, qui lui en était avec 7 buts. Et puis le Monégasque, lui, a 8 buts. Messieurs, je pense qu'on a tout dit sur la Ligue 1. Quelque chose à rajouter? Bon, pour le moment, c'est assez ouvert comme championnat. Très peu d'écart entre les équipes du bas de tableau et du haut de tableau. Et cela promet avant la prochaine trêve internationale. Et puis la Ligue des Champions qui va venir causer quelques petits soucis aux équipes françaises européennes pour essayer de casser un peu cette dynamique du classement. Eh bien, on verra ça. On va suivre cette Ligue 1 avec grand intérêt. On va maintenant s'intéresser, si vous le voulez bien, à la Ligue 2 et bien sûr la page consacrée au Football Club Sochaux Montbéliard. C'est parti. Donc, si vous